Après des mois de controverses avec plusieurs interlocuteurs et experts qui soutenaient des thèses contradictoires avec passion et enthousiasme, le think tank 1puissance 55 est aujourd'hui en mesure d'affirmer que les crypto-monnaies ne sont pas un chemin à suivre pour le continent africain. Rassurez-vous, ce point de vue n'a rien de fantaisiste. Au contraire, il découle de l'observation des faits et de l'analyse critique, loin de tout préjugé. Il est vrai que les problèmes de financement de nos économies sont tellement nombreux que nous avons tendance à croire que toute nouveauté financière est une bouée de sauvetage pour nous. Avec vous aujourd'hui, nous revisitons ces difficultés et ensuite, nous verrons si les crypto-monnaies sont capables d'y apporter des solutions concrètes. Notre continent souffre d'un manque de financement pour son économie. Le taux de bancarisation en Afrique est de 10%. Avec la microfinance, on avoisine les 25%. Cela signifie qu'il reste 75% de personnes qui sont exclues du secteur bancaire. Ces Africains disposent d'une épargne qui n'est pas collectée pour ventiler l'économie. Les financements bancaires sont en outre limités en Afrique à cause de la structure des dépôts. Les 3/4 des dépôts bancaires sont des dépôts à court terme. Ils ne peuvent pas être utilisés, mobilisés pour financer les projets de long terme. Les marchés des capitaux sont également faibles. L'Afrique compte 35 microplaces boursières, mais elles sont peu profondes, peu liquides et peu attractives. Pensons au capital risque aussi. Il n'y a pas de structure prête à parier sur les startups, à les accompagner en finançant leur haut de bilan. De même, les assurances, les fonds de pension, retraite sont aux abonnés absents. Le marché des investissements privés est également peu profond. En 2019, 106 milliards de dollars de capitaux privés avaient été levés dans le monde par les fonds d'investissement, mais seulement 1,1 milliard en Afrique. Ailleurs, les fonds d'investissement raflent l'épargne des ménages et des entreprises qu'ils mettent à la disposition d'acteurs en besoin de financement. Le fonds peut acheter des actions directement ou via des véhicules de capital risque. Il peut acheter en bourse et spéculer. Avec ce tour d'horizon, on se rend compte que l'Afrique est en attente de machines flexibles dans la collecte de la liquidité, mais aussi flexibles dans l'allocation de la liquidité. Parce que le principe de la création de la richesse, c'est de ratisser l'âge, collecter le maximum d'énergie au sein de la société et la mettre dans des moteurs pour que ces moteurs fassent tourner l'économie. Nous n'avons pas le développement parce qu'il n'y a pas de capitaux. Une économie sans capitaux est un corps exsangue, dépourvu de vie. La liquidité doit circuler et travailler pour accoucher la valeur ajoutée. Ce n'est pas seulement la quantité de sueur coulée à longueur de journée qui crée la richesse, mais c'est aussi la vitesse à laquelle la liquidité circule. L'épargne des ménages doit être aspirée par tous les mécanismes de multiplication. C'est dans un tel contexte que les crypto-monnaies font irruption dans nos vies. Avec les crypto-monnaies, il y a une promesse de combler les lacunes que nous venons de citer. Tu peux transférer la liquidité à moindre coût. Tu ne peux pas aller dans la banque de ton pays et ouvrir un compte en euros ou en dollars. Or, avec la crypto, tu peux acheter des devises. Tu peux épargner en contournant le risque de change et le risque de dévaluation. Tu peux, à partir de Douala, collecter l'épargne de par le monde, à Singapour, à Pékin, à Washington, pour financer l'économie à Kribi, à Bangui, à Abidjan et partout. On peut aussi investir partout dans le monde. Il n'y a pas de limitation d'espace en termes de mobilisation de l'épargne. La vitesse de mobilisation de l'épargne est impressionnante. Tout le monde a un téléphone, pas besoin de passer par un SVT et de suivre des procédures interminables. Il n'y a pas besoin de seuil minimum. 1000 francs, 500, 200, voire 100 francs. Dans le modèle classique des emprunts obligataires, il y a des contraintes en termes de procédure, en termes de minimum de parts à souscrire. Avec tous ces avantages qui restent somme toute théoriques, on se prend à rêver tout. On voit les crypto-monnaies comme la panacée. C'est trop rêvé, car les gouvernements ont piégé chacun des avantages que je viens de citer plus haut. Et nous verrons comment et pourquoi. Mais parlant de rêve, nous ne sommes pas seuls. Dans les économies occidentales, le rêve est aussi de mise, quoique la situation soit tout autre. Les crypto-monnaies y ont bénéficié de la chute de la confiance en la monnaie fiat. Après la crise de 2008, gouvernements et banques centrales ont déversé des tonnes de liquidités sur le marché. Et cela ne pouvait que se terminer par une chute de confiance envers les monnaies classiques. Les crypto-monnaies, monnaies décentralisées émises selon des règles de sécurité précises,
à l'abri des interventions politiques, étaient alors perçues comme les valeurs refuges. Une quinzaine d'années plus loin, où en sommes-nous de ces rêves? Que ce soit en Occident ou en Afrique, que dire de la promesse des fleurs? Le moment est venu de tomber de haut, de revenir à la réalité, car les crypto-monnaies ne sont pas la révolution que nous attendions à cause de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies de banque centrale. Et pour cela, elles échappent à l'autorité des gouvernements. Elles donnent le pouvoir au peuple et dès lors, cela gêne. Voilà pourquoi ceux qui ne veulent pas que les gouvernements perdent le privilège financier ont vite fait d'orchestrer la manipulation des crypto-monnaies. Et justement, les crypto-monnaies sont des actifs spéculatifs à la merci de tout manipulateur. Les crypto-monnaies consacrent la prise du pouvoir par le peuple qui peut établir un système financier décentralisé. Les communautés peuvent dès lors échanger sans avoir à recourir à un tiers de confiance. Nous nous doutions bien que cela ne plairait pas au gouvernement et que ces derniers ne resteraient pas de marbre. Les crypto-monnaies sont certes décentralisées, mais elles sont le royaume de ce que les anglo-saxons appellent le pump and dump, gonfler et larguer. Certains ont donc fait monter les cours, puis ils ont laissé tomber. On achète une monnaie, on le fait savoir, on fait circuler des rumeurs favorables, et une fois que le cours a bien monté, on vend brutalement. Le Bitcoin est ainsi passé de 68 000 $ en novembre 2021 à 16 000 $ aujourd'hui. Après être monté à près de 3 000 milliards d'euros à l'automne 2021, la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies est retombée en dessous de 800 milliards. 16 000 crypto-actifs différents cotés à différentes bourses. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 9 000. Le reste a disparu d'une manière ou d'une autre. Deuxième facteur, la crypto-monnaie est le règne de l'anarchie. À l'origine des crypto-monnaies, on a une technologie révolutionnaire qui vient remettre en question l'ordre politique, économique et social. La blockchain. C'est très beau, mais cela ne prête-t-il pas à sourire quand on voit que depuis l'apparition sur la scène publique des bitcoins en 2008, les piratages de portefeuille, les promesses non tenues, les arnaques, les crashs se multiplient à un rythme que le vieux monde de la finance, pourtant peu vertueux, n'avait jamais connu. On se rend compte que les promoteurs de crypto-monnaies ne font pas preuve d'orthodoxie dans leur gestion. Eux-mêmes, pire, ils se comportent parfois comme des brigands. Pensez au plus récent de nos crashs, le crash de FTX. Le 1er novembre 2022, le FTT s'échangeait à plus de 25 €. Le 11 novembre, il est tombé à 2,50 €. Le promoteur a joué avec les deux grandes entités de son groupe. D'un côté, le fonds d'investissement dans les cryptos, Alameda Research, et de l'autre, la plateforme de trading FTX. Alameda Research semble avoir, au fil des années, pris des positions de plus en plus risquées et souvent perdantes. Et les dépôts des clients de FTX auraient été utilisés pour la renflouer. Pensez aussi à Liep Limal. Emile Parfait-Sim collecte des milliards auprès du public et promet un taux de rendement irrésistible, 1,5% par jour dans les marchés crypto-boursiers, soit 400% à l'année. Résultat, après avoir collecté des milliards, il disparaît dans la circulation. Pensez à OneCoin de Roya Hinatova, celle qu'on appelle la Crypto Queen, portée disparue depuis 2017, comme par enchantement. Considérée en décembre 2019 par le journal britannique The Times comme l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire, le système reposait sur une pyramide de Ponzi qui consistait à rémunérer les investisseurs avec les fonds apportés par les nouveaux entrants. L'arnaque a fait 3 millions de victimes. Aujourd'hui, Roya Hinatova court toujours. Pensez à Luna, à Three Arrows Capital, à Celsius, à BlockFi, à Voyager, à Bitcoin et que sais-je encore. Ces exemples nombreux ont beau être déprimants, ils ne signifient pas que les crypto-monnaies sont l'apanage de la fraude et que le système financier international est sain à 100%. Tenez, les crypto-monnaies représentent seulement 0,15% des montants identifiés chaque année comme transactions douteuses. Or, selon le FMI, 50% des transactions internationales transiteraient par des paradis fiscaux que les gouvernements connaissent et fréquentent. Une étude menée par Tax Justice Network estime le montant des actifs financiers cachés dans les paradis fiscaux entre 21 000 et 32 000 milliards de dollars. Cela pourrait représenter entre 30% et 40% du PIB mondial. On ne comprend pas la croisade menée par l'ONU, le FMI et toutes les organisations internationales contre les crypto-monnaies. C'est tout simplement dû au fait que cet outil donne le pouvoir au peuple qui
qui peut, à travers lui, s'affranchir du diktat du deep state. La nature anarchique de ces outils qui se trouvent entre les mains d'escrocs n'est qu'une réalité de second plan. La vérité, c'est que les banques centrales veulent garder le contrôle de la création monétaire. Pensez à l'actualité récente des camionneurs au Canada qui manifestaient contre les injections obligatoires. Vous vous souvenez que pour écraser la manifestation, le gouvernement canadien avait fermé les comptes bancaires de plusieurs manifestants pour les asphyxier. C'est ce pouvoir que les gouvernements et les banques centrales veulent préserver en lançant des monnaies électroniques. Ils jouent sur le terrain de la blockchain et offrent des monnaies électroniques qui, aux yeux de certains, passent pour des crypto-monnaies. Mais au fond, ce ne sont que des versions digitales des monnaies du gouvernement. Les interventions du FMI sont toujours catastrophiques. Pour instaurer des politiques d'austérité, l'institution appauvrit les pays au lieu de les secourir. Ces mesures sont meurtrières pour la santé, pour l'éducation. L'ensemble du continent africain, 1,3 milliard d'habitants, n'a bénéficié que de 6% des DTS alloués dans le sillage de la crise sanitaire de la Covid-19. Dans le même temps, les États-Unis, 329 millions d'habitants seulement, se sont arrogés 20% de l'enveloppe émise par le FMI. Or, Washington avait déjà fait recours au quantitative easing en imprimant des dollars, des centaines de milliers de dollars qu'ils ont distribués au monde entier sans aucune base de production économique. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que le FMI soutienne les crypto-monnaies qui peuvent égratigner son droit de regard sur les économies du monde. Sachant cela, disons que les crypto-monnaies ne sont pas des fétiches. Nous nous rendons compte que les deux limites isolées plus haut sont irréfragables. Alors, il y a lieu de chercher d'autres innovations qui puissent donner un accès complémentaire aux capitaux. En récusant les crypto-monnaies, nous ne condamnons pas nécessairement l'idée générale de l'innovation. Loin de là. D'ailleurs, nous souhaitons que se poursuive la réflexion sur des méthodes de collecte et d'allocation optimale de la liquidité. S'il y a une chose que l'affaire Limal nous a rappelé, c'est que nos sociétés sont liquides. Un opportuniste a levé des milliards en un temps record sous la barbe des autorités, alors que celles-ci lancent des eurobonds à des taux usuraires sur le plan international. Le défi consiste aujourd'hui à trouver le meilleur moyen de capter la liquidité et de la faire circuler dans une logique de mutualisation. N'oublions pas, la mutualisation est le principe cardinal de la richesse des nations. Seul, je ne peux rien. C'est ensemble que nous pouvons financer les projets économiques et créer la richesse. L'affaire Limal nous enseigne aussi que le rôle des acteurs dans la mutualisation des efforts en vue du financement de l'économie n'est pas interchangeable. Les particuliers peuvent faire preuve d'innovation et lancer des initiatives financières. In fine, il faut que les pouvoirs publics jouent un rôle central. Définition des règles, régulation. Cela garantit la confiance. Nous entendons dire ici et là que les pouvoirs publics veulent réguler les crypto-monnaies. Cela interroge sur la nature même de ces instruments. Dans le principe, toute régulation se fait à partir du point central du système. Et le régulateur doit avoir une vue à 360 degrés. D'où la question de savoir comment un système décentralisé peut-il être soumis à un contrôle central? Est-ce possible? Quand on y pense, on se dit voilà l'entourloupe. En fait, il n'y a pas de régulation. Ce que font les gouvernements, c'est étouffer les crypto-monnaies pour maintenir le contrôle de la création monétaire. Prenons dès lors pourquoi les gouvernements de par le monde font deux choses simples. Interdire les crypto-monnaies et ou lancer des versions digitales des monnaies de banque centrale. Mais là, c'est le service minimum. Nous comprenons aussi les espoirs immenses que génèrent les innovations financières décentralisées telles que les crypto-monnaies ou le crowdfunding ou encore le crowdlending. Quand on y pense, avouons que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas réaliste de vouloir à tout prix pousser le gouvernement hors du jeu. La vérité, c'est que le gouvernement doit rester maître du jeu. Il doit garder la main sur la création monétaire tout en créant des conditions de circulation de la liquidité. C'est pourquoi nous recommandons aux gouvernements africains de lancer des diaspora bonds. Il existe une épargne abondante, mais oiseuse au sein des diasporas africaines. Il faut la capter et surtout l'orienter vers le Made in Africa, car attirer les investissements en Afrique, c'est bien, mais garder la liquidité sur place pour la faire tourner sur place, c'est encore mieux. Toute conception de l'économie comme extraversion
est incompatible avec la vision de circulation de la liquidité. C'est également indispensable de nourrir des champions économiques avec la liquidité. Il est question d'identifier dans chaque économie des créateurs de richesses qui ont fait leurs preuves avec les moyens du bord, leurs propres moyens, et qui savent faire circuler la liquidité. Je parle de vrais créateurs de richesses, pas des petits copains à qui des financements publics sont alloués comme des faveurs pour qu'ils pavanent, plastronnent et flagonnent dans la cité. Nous reviendrons sur ce dernier aspect à la faveur de l'inauguration de la raffinerie d'Aliko Dangote, qui est un modèle de champion économique, identifié comme porteur d'espoir, une belle plante qui a su réaliser la promesse des fleurs. D'ici là, mes chers amis, sachant qu'il est permis de rêver, les crypto-monnaies représentaient un rêve, un beau rêve, mais les gouvernements ont transformé ce rêve en cauchemar. Je dois vous avouer que si j'étais le gouvernement, j'en ferais de même. Mais à la seule différence que, tout en restant le maître du jeu, je ferais le job, c'est-à-dire assurer la mutualisation des énergies et la circulation optimale de la liquidité. Chers amis, quel bonheur de vous avoir eu pour ces cogitations sur la meilleure façon d'adresser nos aspirations profondes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle capsule. C'était Maurice Simo Diom du Think Tank 1 puissance 55.